Paulette Calabat a foulé les rues et les quartiers de Limoux avec beaucoup de passion, et c'est pourquoi nous avons préféré commencer notre parcours par ici, dans cette première rencontre de ce type. Cette femme, que certains d'entre vous ont connue, a vécu une vie d'humilité et de service, j'ajouterai de mission et de prière. Mais il n'est pas ici le choix de développer sa vie spirituelle, mais plutôt de nous inspirer de sa pédagogie, de sa détermination à œuvrer avec les institutions existantes. Alors le terme de rencontre sociale renvoie à une époque éloignée, dans les années 50, où l'Action catholique rurale organisait dans la salle municipale de Carcassonne des journées sociales, en présence des chefs de cabinet du ministère de l'Agriculture. Et Paulette y a joué un rôle important en tant que cheville ouvrière de ces manifestations, mais aussi en tant qu'aide familiale rurale pionnière de l'association Famille Rurale. Elle était intervenante sur des sujets comme le statut de la femme rurale au travail et en charge de famille, ou la promotion des jeunes filles rurales pour les préparer aux mutations sociales qui feraient un jour ces femmes habiter en ville. Derrière ces thèmes, c'était toujours le souci des enfants qui était présent. Et puis ce fut ensuite son militantisme sur le département pour développer les actions sociales au service des familles, avec la mise en place des premiers biens de consommation en mode collectif, comme les machines à tricoter ou les machines à laver, ou encore les maisons familiales de vacances, maisons où on vivait en vacances de façon collective. Alors que ce soit à Saint-Jean, dont nous ne sommes pas loin, ou ensuite dans le quartier Saint-Antoine, la pédagogie de Paulette s'est toujours appuyée sur l'écoute et la proximité. Je dirais même le mimétisme. Entrer dans les familles n'est pas facile, surtout lorsqu'elles ne parlent pas la même langue, comme ce fut le cas avec de nombreux immigrés qu'elle a rencontrés. Mais arriver avec un pot de confiture à la main et repartir avec une part de gâteau oriental, voilà qui crée les conditions pour que le dialogue s'installe en fraternité, et principalement autour des enfants qui avaient grand besoin de soutien scolaire, du sens de la famille, de la place des anciens et du rôle des pères de famille. Alors ces divers engagements pour résoudre les problèmes collectifs de la jeunesse furent en se rapprochant des institutions et des organismes sociaux, en apportant les problèmes à résoudre et en suscitant des réponses collectives et durables au service des enfants, comme en témoigne encore aujourd'hui l'aide aux devoirs. Ce colloque est donc la suite de cette intuition qu'elle a su mener tranquillement, avec détermination et efficacité, en créant des ponts entre des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées, sans son action discrète et respectueuse de chacun. Alors vous comprenez qu'en proposant le thème de l'enfant en difficulté, nous entrons vraiment dans ce qui fut le leitmotiv majeur de la vie de Paulette, depuis son action pendant la guerre, au siège de la JOCEF, ou au boulevard Barbès à Carcassonne, ou auprès de l'abbé Gault, qui cachait des enfants juifs, jusqu'à son insertion au quartier Saint-Antoine, en accompagnant des familles, certaines meurtries par leurs enfants en prison. Alors avec les trois regards sur l'enfant en difficulté et les actions novatrices qu'André Hibal, Marie-Christine Gallet et Christine Thomas vont nous apporter, nous ne prétendons pas boucler ce soir le sujet, mais que ce soit par la découverte des expériences de chacune de nos intervenantes ou par les questions que vous pourrez poser, nous souhaitons pouvoir vous offrir un temps gracieux d'approfondissement et de dynamisme. Je vous remercie. Si vous le permettez, avant, sans prendre trop de temps, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais donc en fait faire un petit préambule en 2 points. Bien sûr, j'ai connu Paulette Calabat
même si nous nous sommes rencontrés plutôt épisodiquement, hein, voilà, nos vies professionnelles faisant que nous n'étions pas forcément donc toujours ensemble. Mais par contre, j'ai bien connu donc son amie de l'Institut Caritas Christi, donc Anne-Marie Miquel, qui était aussi mon amie, donc qui n'a eu de cesse de rassembler des témoignages, de rassembler tous les documents pour justement ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire donc pour la cause donc en béatification donc de Paulette. Je crois que vraiment c'était son obsession presque. Voilà. Alors c'est vrai que bien sûr quand j'ai répondu oui, c'était aussi un petit peu, si vous voulez, le côté un petit peu affectif pour rendre hommage autant à Paulette qu'à Anne-Marie. Voilà. Le deuxième point, c'est que effectivement, vous l'avez dit, Paulette donc a appartenu à l'association familiale rurale, en tous les cas à ce qui était à l'époque les balbutiements, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas du tout balbutié, donc elle a été donc très efficace. Et je me souviens d'ailleurs donc de la remarque d'Anne-Marie Miquel qui me disait qu'elle sillonnait donc le pays de Sceaux, enfin avec évidemment la voiture devenue mythique, la 2 chevaux. Voilà, donc c'est une image donc que j'ai gardée donc de Paulette, de son engagement, entre autres, pas que ça. Voilà. Alors donc les familles rurales sont effectivement donc une association parmi les 53 associations actuellement, donc qui constituent l'Union départementale des associations familiales. Alors, juste un petit mot donc d'histoire, rapide. Je vais essayer d'être rapide. Donc, en fait, l'UDAF est une union d'associations chargée de promouvoir, défendre et représenter les intérêts de toutes les familles, quelles que soient leurs croyances ou leurs appartenances sociologiques, philosophiques ou politiques. Elle détient une légitimité historique puisque créée par le Conseil national de la résistance, par l'ordonnance du 3 mars 1945 et la loi du 11 juillet 1975. De ce fait, elle a un rôle de représentation officielle des familles auprès des pouvoirs publics. Ses bénévoles et représentants siègent dans différentes instances. Voilà pour faire bref sur cette présentation un petit peu donc de l'UDAF. Alors l'UDAF de l'Aude a été créé exactement le 7 novembre 1945. Et ce sont des bénévoles qui ont créé cette association. Et le premier président avait pour nom Henri de Volontat. C'est un nom donc connu dans certains coins, je pense dans le Lauragais notamment. Il me semble que voilà. Donc c'était des bénévoles donc, qui ont essayé donc d'œuvrer pour justement les familles. Et puis, en fait, les choses ont un peu évolué et sont venus donc les services. Car l'Union des associations familiales est constituée par, j'allais dire, deux parties. Les bénévoles, comme je viens de vous le dire, et ce sont les bénévoles, c'est des administrateurs avec un conseil d'administration que je préside, et puis il y a bien sûr les salariés avec un directeur, ces salariés qui œuvrent dans les différents services. Et justement, le premier service donc, qui a été celui de l'UDAF de l'Aude, il remonte en 1953. Et ce premier service, c'était les tutelles aux prestations sociales pour l'enfant. Donc,
nous voilà un petit peu déjà dans le sujet. Voilà, ça a été effectivement le premier service. Depuis, bien sûr, il y en a bien d'autres, mais voilà, ça a été quand même ce premier service-là. Voilà. Alors, je sais pas, j'avais apporté un flyer, donc vous pouvez peut-être le distribuer, parce que moi, ce que je vais vous présenter, c'est justement une mesure de protection de l'enfance, donc qui est gérée par un service donc de l'UDAF de l'Aude. Et en fait, cette mesure, elle vise à apprendre une bonne gestion du budget familial avec pour objectif l'intérêt de l'enfant. Alors, si vous avez donc en main le flyer, je pense que s'il ne vous échappe pas, que vous voyez qu'il est au centre. Voilà. Donc, c'est effectivement donc, l'intérêt de l'enfant. Alors, le service donc, qui gère cette mesure, c'est l'unité d'accompagnement social et budgétaire de l'UDAF, l'UASB, pour prendre le jargon donc de ce service. Et donc la mesure que gère ce service, c'est la MJAGBF, à savoir la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Et cette mesure, en fait, elle a pour objectif l'intérêt de l'enfant autour des 6 axes que vous pouvez donc lire donc sur le flyer: le soutien à la parentalité, dans l'orientation, l'accompagnement, les relais avec les structures, la scolarité, dans le domaine de la rentrée scolaire, l'absentéisme, la socialisation, les loisirs, culture, vacances, le réseau associatif, le budget, en ce qui concerne le paiement de l'énergie, loyer, le surendettement, le budget d'alimentation, la régulation de l'endettement, la demande d'aide financière, le logement, donc le maintien, le relogement, l'aménagement, l'équipement, l'assurance et la santé, donc l'ouverture de droits, l'orientation vers les structures médicales ad hoc, la mutuelle. Donc, c'est une mesure de protection de l'enfance, donc qui est assurée par l'UDAF de l'Aude, et c'est une mesure donc qui est une mesure donc budgétaire, donc je l'ai déjà dit. Alors voilà, donc c'est affiché la première donc voilà. Qu'est-ce qu'une MJAGBF? J'utilise le sigle, c'est plus court, mais vous savez maintenant ce que ça veut dire. Donc, c'est une mesure de protection de l'enfance créée par la loi du 5 mars 2007, dans son alinéa 293, et qui réforme la protection de l'enfance. Et elle est également présente dans cette même loi à l'alinéa 297 relative à la prévention de la délinquance. Donc, cette mesure, elle est ordonnée par le juge des enfants. Ce n'est pas nous qui nous la trouvons, elle est attribuée donc par le juge des enfants et elle est financée par la branche famille de la sécurité sociale, c'est-à-dire donc c'est la CAF qui reverse donc à l'UDAF 6 € par jour et par enfant. Le délégué aux prestations familiales, DPF, met en place un accompagnement social, éducatif et budgétaire de la famille pour répondre aux besoins de l'enfant. Les prestations familiales, dont je viens de parler, sont versées au service donc, du délégué aux prestations familiales qui va travailler avec les parents sur l'ensemble de leur budget
dans l'intérêt de l'enfant. Alors, cette mesure qui est ordonnée par le juge est une mesure dont la durée initiale est de 6 mois minimum, mais 6 mois qui peuvent être renouvelables. Et c'est vrai que quelquefois, sa durée, effectivement, ça a été renouvelé. Alors, c'est pas le but, hein, parce que le but, c'est que les parents retrouvent une autonomie dans ce domaine-là. Voilà. Donc, on peut peut-être passer à l'autre page. Donc, alors, sur quoi est basée donc cette mesure ? Vous le voyez, le point de départ, hein, les besoins fondamentaux de l'enfant. Ces besoins fondamentaux de l'enfant qui sont déclinés, hein, donc le besoin de sécurité en tant que méta-besoin, les besoins fondamentaux universels de l'enfant, les besoins spécifiques et particuliers en protection de l'enfance. Et tout ceci pour veiller aux besoins physiologiques et de santé, de protection et de sécurité affective et relationnelle, travailler l'estime de soi, l'identité, le cadre de règles et de limites, l'expérience et l'exploration du monde, assurer une continuité dans la relation parent-enfant, éviter les ruptures successives, expliquer les décisions et leur donner sens. Donc, ce tableau, donc vous voyez un petit peu les références. Vous voyez donc là, sur le plan géographique, tout ce qui est en violet, ce sont toutes les UDAF qui assurent ce service. Vous pouvez constater que c'est pas mal violet quand même. Hein, donc voilà. Et même donc à La Réunion. Hein, puisque nous avons aussi des UDAF, hein, il y a 100 UDAF, et nous avons donc à La Réunion, dans les DOM-TOM. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'UDAF de l'Aude et les chiffres donc, qui datent du 31 décembre 2021, donc sont relativement récents, nous avons donc 4 délégués aux prestations familiales, hein, qui travaillent auprès des familles accompagnées. Ensuite, nous avons donc 90 familles, alors on appelle ça des mesures familles, qui sont gérées par donc ces délégués. Et donc au total, ce sont 268 enfants qui sont accompagnés par nos services. Nous ne travaillons pas tout seuls. Bien évidemment. Hein, nous avons donc des partenaires parce que l'accompagnement de l'enfant, ce n'est pas simplement sur un plan budgétaire, bien évidemment. Donc, sur cette diapo, vous pouvez voir quelle est la démarche. On retrouve le juge des enfants, hein, donc qui donne cette mesure, hein, le tribunal pour enfants, TPE. Donc, qui donne cette mesure à l'UDAF. L'UDAF, donc chargé, hein, comme je vous le dis, je le répète un petit peu, hein, sur le plan donc, budgétaire, mais qui est en relation avec l'ADCEA, hein, c'est-à-dire l'association, hein, donc de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. L'UDAF a eu jusqu'en 2010 un service qui s'appelait l'AEMO, l'aide à l'enfance en milieu ouvert, donc qui était géré par le département. Mais en 2010, le département a souhaité un regroupement donc de l'AEMO et de ce qui existait donc pour l'autre association du département, la sauvegarde de l'enfance. Et c'est ce qui est devenu l'ADCEA. L'ADCEA, elle, par contre, s'occupe du plan éducatif. Ah, mais nous avons bien sûr des relations. D'ailleurs, mon directeur
et fait partie du conseil d'administration en tant que titulaire, et moi je suis sa suppléante. Voilà, donc dans ce domaine-là, voilà. Et puis, nous avons aussi donc des relations avec ce qui est devenu les maisons des solidarités. La maison des solidarités, c'était l'appellation ancienne, c'était les centres médico-sociaux, et plus particulièrement, bien sûr, avec le pôle aide sociale à l'enfance. Alors, les difficultés rencontrées par les familles bénéficiant de la MJA-GBF. Une perception insuffisante des besoins de l'enfant et des réponses inadaptées. Un isolement social. Des souffrances de diverses natures, d'addiction, d'isolement. Des accidents de la vie, des séparations par exemple, ou des deuils. Le surendettement, les faibles ressources, l'incapacité toujours à prioriser les dépenses et l'accès aux droits, des difficultés financières et organisationnelles récurrentes, des conditions de logement inadaptées et ou insalubres, des risques d'expulsion. Toutes ces difficultés amènent bien évidemment à un risque de danger donc pour les enfants. Alors, il y a des difficultés, mais donc passons au positif avec les effets bénéfiques de cette mesure. Une mesure donc qui agit sur les difficultés pratiques de la vie quotidienne. Elle permet donc de rassurer la famille, les partenaires et les créanciers, de donner aux parents les moyens d'agir, d'éveiller leurs compétences. Pardon. Oui, c'est la suivante. Oui, voilà, excusez-moi. Bon. Excusez-moi, j'ai oublié dans mon élan. Alors, donc, de donner aux parents les moyens d'agir, éveiller leurs compétences, de rendre les parents autonomes dans leur gestion administrative et financière, d'assumer leurs responsabilités à l'égard des enfants. Donc, le délégué initie un travail de soutien à la parentalité articulé autour de l'apprentissage de savoir-faire concret. Par exemple, l'utilisation de la prime de rentrée scolaire. Veiller à ce que cette prime soit bien utilisée pour justement l'achat de livres, de vêtements, tout ce qui... voilà, c'est la prime de rentrée scolaire. Donc que ça soit bien dans ce domaine-là. Autre exemple un peu concret, pour les factures EDF, bien montrer qu'il y a des heures creuses qu'on peut peut-être utiliser et qui permettent d'alléger, bien sûr, ces factures. Et puis, donc, les IPF aussi signalent quelles sont les possibilités pour les enfants de soutien. Donc, des associations, et nous en connaissons à Limoux, donc, qui font le soutien scolaire. Voilà, par exemple. Donc, voilà, ça, c'est des exemples pour être un petit peu, disons, concrets. On passe à la suivante. Alors, là aussi, des exemples concrets des bénéfices de cette mesure. Dans trois domaines, celui du logement, en fait, une limitation des risques d'expulsion en fin de mesure, la résolution de l'inadaptation du logement dans un certain nombre de cas, une baisse de l'endettement aussi, souvent dans plusieurs cas, la limitation du non-paiement de la cantine, et l'apurement des dettes, j'ai sauté peut-être, donc vous suivez sur l'endettement, donc voilà, l'apurement des dettes dans nombre de situations, et en ce qui concerne la vie quotidienne, donc la santé, des droits, donc l'ouverture de droits en matière de santé en fin de mesure, et une diminution des droits administratifs non ouverts, un recours accru aux loisirs, et activités extrascolaires des enfants. Voilà donc pour cela. Donc là, vous avez donc
là, la diapo donc suivante, qui fait un petit peu le récapitulatif, qui donne un petit peu la pédagogie donc suivie. Donc, ce schéma de l'intervention donc auprès des familles commence par un état des lieux, ce qui est tout à fait logique. État des lieux sur les plans donc budgétaire, administratif, familial et social, ce qui permet donc une évaluation de la situation. Sur le plan matériel, les besoins essentiels et l'évolution des ressources, et sur le plan éducatif, les besoins de l'enfant, ses capacités, ses potentialités, les limites, donc, et le système de fonctionnement familial. À partir de là, va être élaboré un projet d'intervention globale associant les membres de la famille dans le respect des libertés individuelles. Parce que, effectivement, c'est bien sûr ce à quoi nous tenons, c'est que les parents donc sont partie prenante, ce sont des acteurs aussi donc, de cette mesure. Donc, ce projet d'intervention, donc sur le plan administratif, qui va permettre donc l'aide à l'ouverture et au maintien des droits. Sur le plan des interventions sociales, le développement des compétences parentales, l'action éducative budgétaire personnalisée. Chaque famille a un profil et donc c'est bien sûr ce plan, il est adapté vraiment à chaque situation. Un travail donc en concertation avec les autres intervenants de la protection de l'enfance. Et l'objectif, bien sûr, c'est celui de la reprise par la famille d'une gestion autonome du budget. Alors, parmi nos partenaires, ce qui n'est pas mentionné, parmi nos partenaires, oui, on peut dire cela comme ça, mais nous faisons partie, comme bien d'autres, et d'ailleurs, comme les apprentis d'Auteuil, de l'observatoire donc départemental de l'ODPE, donc de la protection de l'enfance. Et d'ailleurs, donc sous peu, le 28 mars, il va y avoir une réunion plénière. La réunion plénière, je vous donne rapidement le titre, il est un peu long, mais voilà. Donc, il s'agit d'élaborer un protocole d'accord relatif au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes et signalements de mineurs en danger. Donc, vous êtes présenté et donc nous faisons partie, l'UDAF, donc de signataires, mais nous ne sommes pas les seuls. Je le disais aussi, les apprentis d'Auteuil sont signataires. Donc, tout ce qui est dans le domaine, bon, bien sûr, il y a l'État avec le préfet, la présidente du conseil départemental, mais aussi tout ce qui relève donc du domaine judiciaire, du domaine aussi donc de la sécurité, la gendarmerie, et donc voilà. Donc je ne vais pas vous citer tous les acteurs donc de cela. Marie-Christine, vous êtes donc ergothérapeute de métier, à la retraite aujourd'hui, mais vous avez travaillé dans le monde des adolescents et aussi du handicap particulièrement. Vous étiez accueillante aussi dans une maison verte Françoise Dolto qui s'appelle la Farandole. Donc vous trouvez sur la table là-bas quelques petits brochures qui vous expliquent un petit peu, mais Marie-Christine va nous parler de ce qu'elle a fait au sein de cet organisme. Et vous êtes aussi coordinatrice diocésaine de l'éveil à la foi, donc pour les tout petits. Voilà, donc Marie-Christine, vous avez tout d'abord l'expérience d'une famille nombreuse vous-même. Et en tant qu'ergothérapeute, vous avez travaillé donc dans le monde de l'handicap avec des adolescents. Et quelle est votre approche de l'enfant en difficulté ? Alors, bonjour d'abord. Famille nombreuse, ça me fait sourire. Je suis d'une famille de 6 enfants. Mon mari, 7. Ses parents, 8 et 9. Et nous n'avons que 4 enfants. Voilà, c'est pour ça que ça me fait sourire. Et que j'ai eu une amie, 9 enfants, plusieurs qui en avaient 6. Voilà, mais
Bon, je dirais que la famille nombreuse est un lieu favorable à l'éveil à la foi. Je suis de formation ergothérapeute. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'ergothérapie. C'est un métier parallèle au kiné. On va travailler avec pratiquement les mêmes personnes qu'un kiné, ou du moins sur le point physique, mais nous n'utilisons pas le même mode de rééducation. Moi, j'ai essentiellement travaillé dans l'ordre de rendre le patient plus autonome dans sa vie quotidienne. Ça a été pratiquement mon orientation principale. Bien entendu, une ergothérapeute peut travailler, au début j'ai commencé par ça, dans un service de rééducation proprement dit, et en psychiatrie, où on rejoint tout ça. J'ai commencé à animer un atelier d'activité manuelle dans une école ordinaire, mais c'était pour un groupe d'enfants trisomiques, à une époque où on essayait d'inclure les enfants porteurs de handicap dans les écoles dites normales. Et très vite, ils s'étaient rendus compte qu'il leur fallait une sorte un lieu pour être pris, eux, tels qu'ils étaient. J'ai travaillé dans un IMPRO. L'IMPRO est un établissement parascolaire spécialisé, c'est-à-dire qu'il reçoit des jeunes porteurs de handicap. L'IME, c'est jusqu'à 10 niveau primaire, on va dire. L'IMPRO, ça va être niveau secondaire. L'IMPRO ayant une orientation particulière pour savoir comment organiser la vie d'adulte de la personne handicapée. Vous savez, aujourd'hui, on parle avant, on parlait de CAT, d'atelier protégé. C'est un autre lieu que j'arrive pas à mettre dans la tête, mais exact, merci, voilà. Depuis 3 jours, je recherche le nom. Mais bon, CAT, je suis sûre que vous connaissez CAT et atelier protégé. Donc, j'ai été ergothérapeute dans un IMPRO. J'ai été éducatrice dans un foyer un foyer de jour, qui n'était pas médicalisé, donc je n'ai pas été accueillie comme ergothérapeute, mais c'est ma formation d'ergothérapeute et mes précédentes expériences qui m'ont fait travailler là. Ce qui était très intéressant, c'est que c'était un foyer qui ouvrait et que les jeunes étaient souvent très jeunes, bénéficiant à peine 18 ans. C'était vraiment de très jeunes adultes, enfin les accueillants. Et puis, dernièrement, mon dernier poste, ergothérapeute dans une masse. Ici, vous savez sans doute, il y en a une à Penautier. Et en même temps, depuis que je suis ici, j'étais accueillante dans une maison verte d'Olto. Bon, je dis un mot sur la masse. Je n'ai pas précisé ce que c'était que la masse. La masse est la maison d'accueil spécialisée. Et la masse accueille toutes les personnes porteurs de handicap qui peuvent aller nulle part ailleurs. Et celles qui ont un besoin permanent d'une tierce personne pour leurs actes de la vie quotidienne. Voilà. J'ai donc reçu des enfants à partir de 8 ans et accompagné des adultes jusqu'à 60. Leurs difficultés, elles sont physiques, elles sont mentales, niveau de QI très largement inférieur à ce qu'on appelle la moyenne. Elles sont psychiques, ou les deux à la fois, et elles sont très souvent liées. Les origines sont diverses. Elles peuvent être de naissance. Elles peuvent être donc de naissance et la maladie génétique, les malformations congénitales, les maladies psychiatriques ou acquises, séquelles de maladie ou accidents. Ils sont tous, aujourd'hui on dit porteurs de handicap. Lorsque le terme simple d'handicapé m'échappera, pour moi c'est pareil et il n'y a aucune différence. C'est même plus simple de dire handicapé. Je n'ai pas les compétences pour porter un diagnostic, mais de mon expérience et de mes observations, je fais quand même une analyse et c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'importance de la famille. Un pauvre petit lien avec Madame Ibal. La société doit accompagner les parents, accompagner la famille, sinon les difficultés augmentent chez l'enfant. Les parents, ce sont les premiers éducateurs. Pourquoi doivent-ils être aidés? Alors,
au début, que ce soit à la naissance ou que ce soit à la suite d'un accident, il y a le choc de l'annonce. Le parent doit dire adieu à l'enfant rêvé que nous avons toutes eu le temps de notre grossesse et même souvent avant, le temps de l'attente de l'enfant. On a rêvé de l'enfant qui pour nous serait parfait, il faut lui dire adieu. Là, besoin d'un psy. Il y a la peur du handicap, de la maladie, de la souffrance, d'une évolution inconnue. Là, il faut une explication médicale et bienveillante. Et puis, il y a la peur du regard des autres, du rejet, de l'isolement. Et pour ça, il faut un groupe de soutien, un groupe d'amis. La plupart des maladies connues ont leur association des parents d'eux, etc. Enfin, je pense à Villeneuve, il y en a un sur autour de la mucoviscidose. Je vous assure qu'ils font un boulot extraordinaire. Ou les parents d'enfants trisomiques. C'est très, 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 très important que les gens qui partagent la même difficulté se retrouvent et puissent en parler. Élever son enfant n'est pas chose évidente. Qu'il soit ordinaire, je dis jamais normal, je dis toujours ordinaire, ou qu'il soit porteur de handicap. On n'a qu'à voir le nombre de livres qui tous les ans paraissent à ce sujet. C'est encore plus difficile si l'enfant a une difficulté, quelle qu'elle soit d'ordre physique, psychique, sociétal. Je voudrais vous donner quelques exemples liés à mon expérience. Comment l'attitude de parents non accompagnés peut s'avérer quelquefois inadaptée, voire néfaste. Lorsque j'étais en IMPRO, une adolescente de 16 ans accompagne ses parents, normal, pour la rencontre avec ses professeurs de sa fin de scolarité pure, pour envisager la suite. Et on me raconte, moi je n'y étais pas conviée, mais on me raconte la séance. Et l'éducatrice qui était là, qui me dit « Oh là là, cette fille, au moins, on peut dire que ses parents l'aiment. » Je la regarde, je dis « Pourquoi tu dis ça ?»« Mais tu te rends compte, elle était sur les genoux de sa mère pendant toute la rencontre. » Je l'ai regardée, et je lui ai dit « Mais t'as une fille de 14, 15, 16 ans? Tu vas voir le prof d'anglais avec elle, assise sur tes genoux ?»« Ah non. » Voilà. Et un autre exemple. Une femme de 60 ans. Sourde de naissance. C'est son plus gros handicap. Elle a un QI inférieur à la moyenne, mais elle a accès à la lecture. Je me souviens qu'elle tapotait sur son écran, son machin, pour faire des jeux vidéo. Alors, à son niveau, mais elle avait la lecture. Lorsqu'elle est arrivée, 60 ans c'était la masse, lorsqu'elle est arrivée de la masse, c'est-à-dire qu'elle quittait le CAT, les AT où elle travaillait, pour une fois, son accueil avait été préparé par un groupe. Imaginez ce qu'on me dit. Cette femme à 60 ans ne s'était jamais lavée toute seule. C'est papa ou maman qui la lavait. Pas de bol. Je ne sais plus lequel venait de faire une vilaine chute et se bousiller l'épaule. Et l'autre n'était plus en mesure de la porter. Là, je me suis sentie ergothérapeute. Là, je vais vous le dire. Le problème, c'est qu'il a fallu que je me batte un peu avec les éducatrices qui ne voulaient pas me laisser faire mon travail. Alors là, j'empiétais un peu sur ce qu'elle... Bon, bref. Mais c'est pas simple, d'apprendre à une personne de 60 ans de se laver. Mais c'est quand même une de nos premières autonomies, ça. C'est un des premiers gestes qu'on apprend à notre enfant. Dans ces deux cas, c'était des parents admirables qui aimaient leur enfant, qui voulaient bien faire. Mais en les surprotégeant, ils les maintiennent dans une situation infantile. Dans un autre lieu de travail, nous avons fait un constat. C'était au foyer occupationnel. Donc une jeune adulte. Un événement déclenche un processus de progrès chez cette jeune femme très étonnant. De progrès niveau autonomie, langage, relation à l'autre. C'était le décès de sa maman. C'est quand même terrible de se rendre compte de choses comme ça. Éduquer, qu'est-ce que ça veut dire éduquer? Moi, j'adore cette explication. Ça veut dire conduire dehors. Ça ne veut pas dire garder dans les jupes de maman.
ou les pantalons de papa, hein, c'est pareil. Que ce soit éduquer un enfant ordinaire ou un enfant à problème. Donc, aider les parents, c'est aider les enfants. Beaucoup de parents m'ont dit leur désespoir à l'annonce du problème de leur enfant et combien ils étaient démunis et seuls. C'est là où je me dis qu'une Paulette Calabat qui passe auprès de ces parents-là, elle saura trouver les mots qu'il faut dire pour les accompagner. Philippe a parlé d'intuition, j'ai marqué ça. L'intuition, bon, on fait tous avec ça. Mon approche de l'enfant en difficulté, c'est que l'enfant est d'abord un enfant. L'enfant est une personne. Besoin majeur, être aimé. On nous avait parlé de ces orphelinats sous le régime communiste en Roumanie, où ils s'étaient rendus compte de la mortalité supérieure dans cet orphelinat qu'ailleurs. Bon, la Roumanie à l'époque, c'était pas très riche, d'accord. Eh bien, en fait, le constat, c'est que ces enfants étaient nourris, habillés, chauffés, soignés, mais ils n'étaient pas embrassés, câlinés comme un enfant. Ils étaient élevés comme un chiot et encore. Je crois qu'il y a des chiots qui sont plus câlinés que ces enfants-là. Un enfant qui n'est pas aimé est un enfant qui peut se laisser mourir. Donc, avant d'être nourri, soigné, logé, habillé, il faut qu'il soit aimé. Et cela dès la naissance et même in utero. Importance de la vie avant la naissance. Des souvenirs sont inscrits dans les cellules embryonnaires. Et Dolto racontait un exemple que j'ai trouvé absolument merveilleux. Elle était toute jeune, tout bib, je me demande si elle n'était pas en stage dans une maternité. Elle avait reçu une très jeune maman qui attendait un bébé et qui c'était la grande joie. Et cette maman lui disait, mais tous les soirs, comme mon ami rentre, on danse et on écoute, on danse sur Johnny qui chante « Que je t'aime ». Tout à fait adapté, on est bien d'accord. Elle n'était pas bien vieille, donc on imagine que le compagnon n'était pas bien vieux non plus. Et à la naissance de l'enfant, le compagnon, il a disparu. La maman, désespérée, refuse de nourrir son enfant, qui, lui, refuse d'être nourri. Et Dolto se souvient. Elle va chercher, j'allais dire le CD, mais c'était un disque, hein. Elle va chercher la cassette sur laquelle il y avait que je t'aime de Johnny, et elle passe Que je t'aime de Johnny. Et le gamin s'est à nouveau accepté de se nourrir. Je trouve que ça fait partie de ces choses. Alors, j'ai un autre exemple, mais alors celui-là beaucoup moins drôle, beaucoup moins gai. Dans le foyer occupationnel où j'étais, une jeune femme vive, lourdement handicapée, marchand, handicapé psychique, avait un langage de charretier. Mais franchement, il n'y avait pas 3 mots sans les 5 lettres. C'était impressionnant. Vous auriez vu la maman, Paris 16e, hyper chic, bien et charmante, gentille. Et un jour, on lui dit notre étonnement. Et alors elle a un petit haussement d'épaule, puis elle nous dit « Mais oui, mais nous l'avons adopté, cet enfant. » Et je pense bien que ses parents étaient alcooliques, parce que l'handicap qu'elle portait était un handicap d'enfant d'alcoolique. Elle était alcoolique et je pense que ce sont les mots qu'elle a entendus avant. C'est énorme. Mais là, ils sont revenus tout seuls. Peut-être qu'il y en avait un qui, de temps en temps, leur sortait les 5 lettres. Mais enfin, comme chacun de nous chez nous, on va dire. Être aimé, puis nourri et soigné. Et puis, en fonction de ses acquisitions motrices, ou pour les susciter, s'il y a un handicap, il va lui falloir jouer, bouger, échanger des sons, babiller, rencontrer d'autres enfants, d'autres adultes. Besoin de socialiser.
l'enfant loup ne fait pas un adulte bien intégré. Les besoins de l'enfant renvoient aux besoins des parents, d'où la nécessité d'un environnement sain, ouvert, pour permettre à l'enfant de s'épanouir. Mais attention, les parents ne peuvent transmettre ce qu'ils n'ont pas. Ce n'est pas des parents immigrés ici, étrangers, ne connaissant pas le français, qui vont apprendre le français à leur enfant. Et je me rends compte aujourd'hui, ce sont les enfants qui l'apprendront aux parents, mais il faut attendre. Lorsqu'il y a un handicap, maladie, difficulté, les parents, c'est eux les premiers guides de leur enfant. Ensuite simplement, viendra le centre spécialisé. Est nécessaire. C'est nécessaire qu'un enfant porteur d'un lourd handicap soit accueilli dans un établissement spécialisé, parce que les parents, eux, arriveront au bout de leurs possibilités pour accompagner et faire grandir, faire aller dehors leur enfant. Mais l'enfant aura toujours besoin de ses parents. Donc dans cette partie, ma conclusion, pour aider l'enfant, il faut commencer par aider les parents. Alors, Marie-Christine, merci pour toutes ces précisions sur cette belle profession que vous avez, mais vous avez donc que j'ai aussi, on le sent, on l'entend, et vous avez aussi été accueillante dans une maison verte d'Olto, alors à Carcassonne. Donc là, on passe des grands enfants plutôt vers la toute petite enfance, mais toujours dans un aspect de famille. Alors, qu'est-ce qu'une maison verte ? La maison verte, inventée par Dolto, il y a de cela, je ne sais plus la date exacte, je ne suis pas allée voir, mais une cinquantaine d'années. Hein, c'est très amusant parce que je me souviens d'en avoir discuté avec une camarade de classe, j'étais en terminale. C'est drôle, il y a des choses comme ça. C'était l'époque où Dolto faisait vraiment beaucoup parler d'elle. J'ai été... Mais j'ai envie de dire que je suis, parce que j'ai repris du service en remplaçant quelqu'un mercredi dernier avec grande joie, accueillant donc dans une maison verte d'Olto, qui s'appelle la maison de Farandole à Carcassonne. C'est un lieu d'accueil pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d'un parent. Pour tous les enfants. Et ne croyez pas que ce soit... Quelquefois, les gens me disent « Ah oui, mais c'est pour les enfants à problème. » Non, absolument pas. C'est pas pour les enfants à problème, c'est pour tous les enfants, et ça évite que certains aient des problèmes. Mais c'est pas pour les enfants à problème. Dans un lieu fait pour eux, à leur taille, et sous le regard d'un adulte, l'enfant peut découvrir, jouer, partager tout ce qui fait découvrir le monde. Dans une maison verte, il y aura un lieu pour jouer avec l'eau. C'est important, l'eau. Il y aura un lieu pour faire sa toilette, pour le change, un lieu où on respectera son intimité. On ne change pas un bébé sur le canapé du salon. Il y en a quelquefois qui pensent que c'est pas grave, mais non. Un enfant a besoin de cette intimité. Et puis... à Farandole, et ça vient de Madame Dolto qui ne laisse pas tout faire aux enfants comme certains le laissent entendre, il y a des règles qui structurent le lieu, qui seront expliquées à l'enfant dès son arrivée, que l'enfant ait 3 mois ou 3 ans. On va lui expliquer les 3 règles. Alors moi j'aime bien ça, les règles. Un jour j'ai entendu quelqu'un dire ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Les règles, celles qu'on met nous celles qu'on a mis quand on a élevé nos enfants. Tout simplement. Ce ne sont pas des barrières pour empêcher d'avancer. Les règles, ce sont des barrières pour empêcher de tomber. Et il faut bien... Et j'ai un jour où mon fils parlait à un de ses copains, est-ce qu'il était jeune parent ou quoi, parlait de ce boulot que je faisais à Farandole. Et ce jeune monsieur disant « Oh, déjà des règles, et pourquoi est-ce qu'il lui faut des règles ?» Et encore un qu'on va traumatiser. Bon, celui-là, il n'avait rien compris. Je crois qu'il a grandi depuis, il a 2 enfants, il a dû... Bon. Alors les règles, je vous l'ai dit très vite parce qu'elles arrivent. L'enfant arrive et repart avec son accompagnant. Il n'est pas question qu'il s'en aille.
tout seul. D'ailleurs, mercredi, le gamin, il avait découvert qu'il agaçait sa maman, enfin agacé, 3 fois de suite. C'était la première fois que ça lui arrivait, il a essayé de sortir. Voilà, non. Et là, nous, on rentre en jeu. On n'attend pas que la maman le fasse, c'est nous les accueillons. On lui dit non. Il y a une ligne rouge. Vous la connaissez, je suis sur la ligne rouge des maisons vertes, et puis qu'on a tous chez nous. La ligne rouge, alors dans cet espace, l'enfant n'a pas le droit de passer de l'autre côté de la ligne rouge avec un jouet porteur avec grosse roue. Vous savez, les camions, les trains, les machins, sur lesquels un enfant monte, il n'a pas le droit de passer de l'autre côté. C'est très amusant, les mamans essayent toujours de trouver une raison logique. Il n'y a pas de raison logique. Ah oui, mais c'est comme ça de l'autre côté, les petits peuvent aller. Parce qu'il se trouve qu'on a mis un tapis pour les petits de l'autre côté. Non, c'est comme ça, point. Et lorsque l'enfant va jouer avec l'eau, il doit demander l'autorisation à maman. Et on se rend compte que dans ces 3 règles, tout le panel apparaît. Avec l'autorisation à demander à maman, c'est que maman est quand même celle qui dirige. Avec la ligne rouge, c'est il y a des interdits dans la vie quelle qu'il soit. Avec l'accompagnant, c'est que je suis tout petit, je ne peux pas faire comme je veux. Pour les mamans, enfin je dis les mamans, on reçoit de plus en plus de papas. Pour le parent qui est là, c'est un lieu d'écoute, de partage d'expériences, de partage de mots, de réflexion et de questions autour de l'enfant. C'est un lieu pour se poser et se reposer. C'est un lieu pour se détendre autour d'une tasse de café. Pardon, le café a été supprimé depuis la Covid. Ça reviendra. L'ambiance y est chaleureuse. Les parents peuvent se confier dans l'anonymat. Quand on reçoit un enfant, on demande à la maman, il ne sait pas toujours, ce sont les plus grands qui disent leur prénom. On demande son prénom, son âge. Et sur un tableau, on écrit tel prénom, tel âge, avec sa maman, avec son papy, avec la nounou. Ça peut arriver, ça, si les parents lui ont demandé d'amener son enfant là. C'est l'adulte responsable du moment. Les accueillants sont là pour faire émerger des propositions, pas pour donner des réponses toutes faites. À Farandole, l'enfant est une personne, pas un roi tout-puissant, avec qui l'on parle, pas comme à un bébé, à qui l'on explique les règles, les difficultés et les joies de maman. Ce que maman est en train de nous dire, ce qu'elle attend de lui parce qu'il grandit, ce qu'il est en droit d'attendre de sa maman. Des mots sont posés, clairs et compréhensibles pour l'enfant. Toujours, on s'adressera à l'enfant, comme à l'adulte, en devenir qu'il est. Et quand une maman se confie à nous pour nous dire son souci parce que je crois que c'est vraiment nécessaire. Tu sais bien qu'elle est là, maman. Elle va pas bouger. Et vous savez, 1 fois sur 2, ça fonctionne. Hein. C'est ça qui est absolument incroyable. Il y a aussi une chose que je n'ai pas dit pour ce qui est de l'encadrement de Farandole, c'est que les accueillants se retrouvent 1 fois par mois autour d'un psychanalyste. Et ce genre de paroles-là, raconter l'événement autour de l'enfant et puis d'autres situations plus difficiles, on va dire. Le fait d'en parler entre accueillants, je ne sais pas ce que ça change, mais très souvent, ça change l'attitude, ce qui nous dérangeait ou ce qui était dérangeant quand on reçoit l'enfant après. On n'en a rien dit à la maman. Nous, on en a parlé, on s'est passé le mot, on porte ce souci en nous. Eh bien, ça aide à la résolution de la difficulté. C'est assez extraordinaire. Bien entendu, si l'enfant est porteur de handicap, on adaptera les demandes, les échanges. Exemple, la règle de la ligne rouge. Si y a un baby-trot, vous voyez ce que c'est le baby-trot, l'enfant est sur ça. C'est plus à la mode, hein, mais il y a des périodes où ça l'était.
Il est sur un truc comme ça, l'enfant est là et il a 4 roues, 3 roues qui l'aident à avancer. Si l'enfant l'utilise comme un jeu, parce que c'est quand même drôlement drôle hein, de courir, on va plus vite que sur... Il n'a pas le droit de passer la ligne rouge. C'est un jeu porteur. Si l'enfant l'utilise parce qu'il a des difficultés à marcher alors qu'il devrait marcher, ou, eh bien, il a le droit de passer la ligne rouge. Il ne l'utilise pas comme un jeu, mais comme une aide à la marche. Voilà. Bon, ça c'était... L'expérience des accueillants peut permettre de détecter un problème. Exemple, une surdité chez un petit. Si on fait tomber un jouet à côté de l'enfant et qu'on voit qu'il ne sursaute pas, on dira à la maman « Dis donc, vous avez vu ça ?» Normalement, il devrait sursauter. Peut-être qu'il faudrait montrer ça au médecin. Peut-être que... Voilà. Ou une attitude autistique. Ça, c'est beaucoup plus difficile à discerner. Pas tant que ça à discerner. Avec l'habitude, mais à partager avec la maman. Parce que ça fait partie des choses que la maman ne veut pas voir. Donc là, c'est à nous de l'inviter à aller consulter dans un CAMS, de dire tel ou tel mot à l'enfant, au médecin. Par exemple, on lui suggérera de dire au médecin que s'il ne connaît pas par cœur la personne que la maman rencontre, jamais il ne voudra lui faire un sourire. Je ne vous dis pas le bonjour, lui, ou ça, les enfants, ils ont tout à fait le droit. Hein. Quelquefois, ça va être à cette rencontre entre accueillants qu'on va dire, là, il faut parler de cet enfant à un médecin, à un tel centre d'accueil, etc. Et donc, ensemble, on va dire, là, il faut le faire. L'objectif d'une maison verte, on retrouve un peu, c'est soutenir les parents dans leur fonction parentale. C'est permettre d'autres rencontres que la famille, le lien social s'agrandit, et donc rompre l'isolement social. C'est conforter la relation parent-enfant et l'ouvrir à l'autre. C'est préparer l'autonomie de l'enfant. En regardant les autres faire, l'enfant, c'est d'abord un imitateur. C'est comme ça qu'il grandit. L'enfant aura envie de faire aussi. Dans les jeux, à la table, quand il verra que le petit voisin, il mange son yaourt tout seul, il voudra le faire. Qu'il tient sa bouteille de compote, là, vous savez, les petites bouteilles là, de compote, il voudra le faire. Alors que maman n'osait pas lui laisser, parce que au cas où il fasse une tâche. C'est aussi préparer la séparation. Éduquer, conduire dehors. La séparation est donc l'entrée à l'école, à la maternelle. Plus le lien enfant-parent aura été correctement établi, réel, vrai, mais pas étouffant, plus la séparation se fera facilement. Et Farandole est pour ça le lieu extra parce que maman est assise quelque part, elle a l'œil. Ça se passe ici, on voit partout ce qui se passe. Le gamin, il peut grimper sur le tabouret qui est à sa portée, il peut faire des choses parce qu'il sait que maman va lui dire s'il ne peut pas. Il sait que maman est là, même si maman n'a pas l'air de s'occuper. Il sait que maman est là. Donc il va pouvoir de plus en plus s'éloigner. Farandole est un lieu de veille sanitaire autour du bon développement de l'enfant. Et profiter d'un tel lieu ne peut être que bénéfique aux enfants ordinaires, comme à ceux en difficulté ou porteurs de handicap. Et là, tout à l'heure, je parlais de la difficulté du regard de l'autre, une maman qui a un tout petit trisomique. Si elle s'habitue, la maman, s'habitue à mettre son enfant au milieu d'autres enfants, elle apprendra à supporter la différence, qui fait partie des choses difficiles à porter. Voilà, alors, au fond, il y a des petits flyers sur Farandole. Vous en prenez 1, 2, 3, autant que vous voulez, parce qu'on n'est quand même pas très nombreux, et ils m'en ont donné un certain nombre. Et surtout pendant un temps, je me baladais avec
mes cartes dans mon sac et dès qu'à dans une grande surface, je voyais un enfant en âge, je lui donnais. Donc là, vous n'êtes pas obligé de le faire à Super U, hein. Mais dans vos connaissances. Donc, je suis responsable des animations pastorales dans 2 maisons d'enfants à caractère social. La première, à Perpignan, à côté de Perpignan. Et dans l'Aude, la maison d'enfants Ange Gardien, qui est située à Quillan pour le grand groupe des adolescents. Et qui a aussi un service ici, un petit internat où sont accueillis de jeunes enfants. Il y a aussi un autre service qui est associé, c'est celui de l'AFD, c'est-à-dire l'accompagnement familial à domicile. Et là, il s'agit d'accompagner effectivement, l'enfant est placé à domicile chez ses parents et il s'agit d'accompagner la famille et de proposer un étayage ou proposer un accompagnement éducatif. Donc, je suis aussi, le dispositif de médiation scolaire est situé à Perpignan. Et voilà, c'est trois médiateurs et une référente parcours qui sont associés à des collèges en zone REP+, et qui visent à lutter contre la déscolarisation et l'absentéisme. Voilà, en menant des actions de parentalité et en allant chercher un peu le parent chez lui de façon à réaffirmer l'obligation scolaire et lever les freins qui existent parfois dans la famille pour scolariser un enfant ou le maintenir à l'école. Je vais vous proposer une présentation rapide de la Fondation d'Auteuil. Moi, j'ai orienté mon propos un peu vers nos outils et nos méthodes. Voilà, mais mon domaine de compétences, moi je ne suis pas sur un poste de chef de service, de directeur, de directrice. Donc mon domaine de compétences est assez vite atteint. Et je m'en excuse et je terminerai avec le plaidoyer qui est notre actualité. Voilà, donc nous sommes le 19 mars aujourd'hui. C'est le jour de la Saint-Joseph et il est à 156 ans pile. Apprenti d'Auteuil est né de l'engagement d'un homme. L'abbé Roussel, qui a refusé de se résigner face à l'incapacité de la société française de son temps à prendre en charge les enfants des rues. Et sa lutte, son combat a été de leur offrir des conditions de vie dignes. Et pour ça, et quand on dit l'indignation et la non-résignation, j'ai trouvé que ça faisait assez effet à ce que je percevais de l'œuvre de Colette Calaba sur on baisse pas les bras. Et devant une situation injuste, une seule personne peut entamer un travail de fond un travail de fond comme je perçois qu'elle a pu le faire tout au long de sa vie. Et l'indignation de l'abbé Roussel, que je perçois aussi chez Colette, je me dis, c'est ça qui, à un certain moment, fait que d'autres vont les suivre. Parce que cette indignation ou cette non-résignation sont partagées. Donc, on est en 1866. Voilà, ce refus de l'indifférence devant le sort des enfants des rues qui pouvaient être emprisonnés à l'époque, quand ils étaient... Apprenti d'Auteuil devient, à la fin du 19e siècle, l'œuvre de la première communion devient apprenti d'Auteuil. Et là, l'idée, c'est il faut apprendre un métier aux enfants. Voilà, c'est-à-dire que... Et l'abbé Roussel ouvre ses premiers ateliers à Paris, porte d'Auteuil. Ensuite, en 1923, arrive le père Brottier, qui va enchaîner les initiatives de développement et donner une dimension nouvelle à l'œuvre. Puis en 1929, Apprenti d'Auteuil est reconnu comme fondation d'utilité publique. À partir de 2002, on enlève le terme, la fondation des apprentis d'Auteuil devient la fondation d'Auteuil. Seuls 10% des enfants accueillis sont des orphelins. La majorité des enfants sont des jeunes en difficulté familiale, sociale ou scolaire.
Et depuis 2019, il y avait une question dans le questionnaire qui nous avait été donné pour préparer l'intervention qui parlait des diagnostics. Et à partir de 2009, on accompagne de nouveaux publics et en particulier les familles. Comme tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on fait le constat qu'on ne peut pas accompagner l'enfant seul si on n'accompagne pas la famille. Et on va, comme nous y incitent d'ailleurs les lois ensuite de 2007 et plus récentes, c'est-à-dire que l'enfant doit être pris en considération avec sa famille. Et nous, de façon assez pragmatique, on le voit bien, grosso modo, les enfants sont accueillis de 0 à 18 ans. Ou pour ceux qui vont obtenir des contrats jeunes majeurs jusqu'à 21 ans. Mais c'est vrai que la famille, qu'elle soit fantasmée, rêvée et réelle, de toute façon, à cet âge-là, à son âge d'adulte, à l'âge d'adulte, l'enfant revient toujours vers sa famille parce que ce sera sa principale ressource. Donc, il y a nécessité, dans sa propre construction et puis pour l'avenir, de travailler le lien avec la famille. Et quand je parlais des nouveaux dispositifs, on a ici à Limoux un dispositif d'accompagnement familial à domicile qui est porté par 4 éducatrices et qui vise justement à mener des actions de parentalité et être au plus et à accompagner la famille accompagner la famille pour le bien de l'enfant. Et avec le souci que l'enfant ne soit pas coupé ou placé à l'extérieur de son milieu familial. Depuis 2011, Apprentis d'Auteuil veut, auprès d'autres partenaires, comme ATD Carmonde et de nombreux autres, jouer un rôle dans l'interpellation des pouvoirs publics aux jeunes qu'on n'entend pas dans notre société et leur donner une voix. Et aujourd'hui, on est dans une période de campagne électorale et donc c'est la raison pour laquelle on a émis pour porter la voix des plus jeunes, pour faire sur les chiffres clés. Je crois que sur les chiffres clés, aujourd'hui, Apprentis d'Auteuil, c'est 30 000 jeunes accueillis, 6 000 familles accompagnées, par 6 400 salariés sur toute la France et les DOM et TOM, dont 76% sont en lien direct avec le public. On a 5 champs d'action, donc la protection de l'enfance, l'éducation et la scolarité, la formation et l'insertion sociale et professionnelle, l'accompagnement des familles et donc le plaidoyer en faveur de la jeunesse. Donc ici, dans l'Aude, comme dans les Pyrénées-Orientales, on est principalement sur la protection de l'enfance et sur l'insertion sociale et professionnelle. Donc on a des dispositifs qui émergent, tels Boost Insertion ou Scola Vigneron, qui sont des dispositifs qui sont destinés à des jeunes qui, à 16 ans, sortent de tous les... et parfois avant, mais nous on les récupère à 16 ans, qui sortent de tous les systèmes scolaires, sans diplôme, sans formation. Et là, il s'agit... qui finalement sont souvent déscolarisés depuis très longtemps et qui ont perdu pied, qui vont vers ce que vous avez pu mentionner tout à l'heure en termes d'isolement, parfois d'addiction. L'addiction, c'est pas forcément la drogue, mais il y a les réseaux sociaux, il y a les jeux vidéo, des jeunes qui sont très repliés et qui n'ont plus les compétences sociales de base et nécessaires pour aller spontanément vers de la formation. Et donc, pour les accompagner au mieux, il est nécessaire d'avoir un SAS qui peut durer de quelques semaines à quelques mois et qui vise à une ce qu'on appelle globalement la remobilisation. Dans le département de l'Aude, on est plutôt sur la protection de l'enfance au travers de cette très grande maison d'enfants où plus de 100 mesures sont accompagnées, si on parle le langage technique, avec une quarantaine d'éducateurs et au tout, je pense qu'on est un peu plus de 50 professionnels. Les maisons d'enfants sont des lieux de vie. L'enfant est pris en charge dans sa globalité et sont présents à peu près tous les métiers de la protection. Ils sont accompagnés par des psychologues, des maîtresses de maison et des équipes éducatives. Comme on parlait des techniques, de mettre plutôt le focus sur le projet éducatif. Ce sur quoi j'aimerais insister, c'est qu'aujourd'hui encore, nous vivons de ce qui nous a été donné il y a 156 ans. Ce qui nous a été donné, c'est accueillir, c'est-à-dire un peu, et on peut retrouver aussi le terme d'intuition. Ce
qui nous a été donné à ce moment-là, il y a 156 ans, c'était accueillir, éduquer, former, insérer. Et ce sont toujours ces verbes qui guident notre mission. Alors, vraiment depuis l'origine et jusqu'à aujourd'hui, même si ces besoins, on peut l'imaginer entre la fin du 19e siècle, l'entre-deux-guerres, l'après-guerre et jusqu'aux évolutions d'aujourd'hui, les besoins ont évolué, les réponses aussi, mais c'est toujours à cet ADN qu'on va se référer. Il ne faut pas avoir peur des évolutions, mais être conscient et au clair avec nos charismes, le charisme de nos fondateurs, et pour être toujours au cœur de nos missions. Voilà, le projet éducatif, c'est celui auquel se réfère chaque structure d'apprentis d'Auteuil, chaque maison d'enfants, chaque école, chaque groupe scolaire. On a aussi, qui rejoint un petit peu ce que vous disiez des maisons des familles, ou qui permettent d'offrir un SAS aux parents, auxquels sont proposés aussi un SAS aux parents pour qu'ils échangent et qu'ils puissent croiser leurs compétences. C'est-à-dire, on valorise leurs compétences, on leur fait découvrir leurs propres compétences et on leur permet d'échanger leurs compétences. Parce qu'on part aussi du principe que chacun a des compétences et que c'est ces compétences qu'il faut aller chercher et remobiliser et valoriser. Donc le projet éducatif a été le fruit d'un travail collaboratif qui a été mené avec des représentants de l'ensemble des métiers d'apprentis d'Auteuil. Donc il y a quatre dimensions: la personne, la communauté, la rencontre et le chemin. Pour ces dimensions clés correspondent des portes d'entrée. Donc, par exemple, pour la personne, c'est avancer en équipe vers avancer en équipe. Des engagements. Vous voyez, les engagements, c'est ce qui sont en bas. Je ne sais pas s'ils sont très lisibles, mais je vous les laisserai. Donc, prendre en compte la personne, c'est prendre soin de chaque personne dans toutes les dimensions, corps, cœur et esprit. Aider chaque jeune, chaque famille à construire une estime de soi, à dépasser ses difficultés, à se réconcilier avec soi-même et son entourage, à faire des choix et à exercer sa liberté. Donner la possibilité à chacun d'apprendre et de grandir dans toutes ses dimensions, y compris spirituelles et religieuses. Faire émerger les richesses et les potentialités de chacun. Et aider chacun à s'inscrire dans sa vie et dans son histoire. Ensuite, on a promouvoir une communauté, c'est le deuxième volet du projet éducatif. Accueillir chaque jeune, chaque famille, chaque adulte tel qu'il est, dans le respect, dans le respect de son origine et de son histoire, c'est-à-dire que nous sommes une œuvre d'église pour laquelle, mais nous accueillons des enfants, bien sûr, de familles athées ou musulmanes. Et chaque enfant est accueilli dans le respect vraiment de son histoire. Donc ça sera peut-être intéressant quand on va parler d'éveil à la foi et de spiritualité, de voir quelle est la mise en œuvre pour nous tous dans le respect de chaque enfant. Permettre à chacun de prendre des responsabilités au sein du collectif. Et je vais en parler juste après, c'est-à-dire qu'il y a une forte insistance sur le penser agir ensemble et de développer au sein même des structures d'apprentis d'Auteuil, des lieux où l'enfant est entendu. Il peut s'agir de réunions hebdomadaires, mais où l'enfant construit son projet avec sa famille si elle peut être présente, avec les équipes qui accompagnent, et aussi où l'enfant on a des conseils de vie sociale, on a plusieurs types de structures, où l'enfant devient acteur finalement de son placement, de sa vie et de ses projets. Et y compris peut donner son avis sur l'organisation de sa vie et a son mot à dire. Ensuite, on a aussi, on en parlait tout à l'heure avec une dame, de organiser des fêtes et faire rentrer dans la vie, parce qu'il y a une difficulté quand on est institution ou quand on dit le mot institution ou internat, et comment cette maison qui est leur vie, qui est leur maison de vie, comment on fait rentrer la vie et comment on est vigilant à ce que ce soit des maisons vivantes
pour chaque enfant, pour qui elle est. Pour bien des enfants, beaucoup d'enfants n'ont pas forcément de temps à domicile ou en famille. Donc, il faut prendre la mesure du fait que pour certains enfants, la seule chose qu'ils connaîtront pendant toute leur enfance ou partie ou leur adolescence, c'est de vivre dans une maison d'enfants à caractère social. Le chemin, c'est aider chacun à construire un chemin de vie, à trouver ce qui fait sens pour lui, proposer des clés pour permettre à chacun de construire son avenir, assurer le lien de fidélité et de continuité avec les anciens, c'est-à-dire que chaque enfant qui a été accueilli à Apprentis d'Auteuil un jour pourra bénéficier d'un suivi et d'un accueil individuel. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir... on va pas forcément pouvoir continuer à gérer dans sa vie toutes ces difficultés et problèmes, mais il est sûr qu'il aura auprès de services qui sont spécialement dédiés un lieu d'écoute ou d'accompagnement qui est mis en œuvre assez facilement et qui existe vraiment. Ce ne sont pas des mots pieux. Accompagner chaque jeune dans sa formation et son insertion professionnelle et aider chaque jeune, chaque famille à prendre sa place dans la société. Moi, pour ma part d'animatrice en pastorale, c'est vrai qu'on implique au maximum les jeunes dans des actions de solidarité, par exemple, de façon à ce qu'ils puissent trouver leur place dans la société. Voilà. Alors ça peut être au travers à Quillan, il y a les chantiers éducatifs qui de temps en temps vont à Rionette. Il y a d'autres endroits où ils sont fortement mobilisés sur les banques. Enfin voilà, moi pour ce que je porte, les banques alimentaires, parce qu'un enfant, un jeune, pour trouver sa place dans la société, il faut au départ lui faire des propositions. Et c'est quand il se sent utile et qu'il trouve sa place dans la société qu'on peut en faire, comme disait le père Brottier, un homme debout et lui permettre, en se sentant utile, en se sentant justifié, de se remobiliser ensuite vers des projets professionnels. Je sens que je ne vous le dis pas comme je le dis, mais ça va rien. Voilà. Voilà. Et les 5 engagements d'Apprentis d'Auteuil, c'est accueillir chaque personne telle qu'elle est, dans toutes les dimensions, construire un cadre de vie et de travail accueillant et sécurisant, former une communauté de vie éducative où la famille a toute sa place, aider chacun à s'ouvrir à la relation aux autres, au monde, pour une société plus juste et respectueuse, et accompagner chacun dans la construction de son chemin de vie, d'insertion et d'épanouissement. Et par exemple, donc, par rapport aux outils, depuis plusieurs années, on a mis en place le pouvoir agir ensemble. Et donc, ce sont des fiches méthodologiques qui ont été travaillées à la fois par des jeunes, par des familles et par des professionnels. Parce que dire on va mettre l'enfant et son projet au centre d'une structure ou d'un fonctionnement, finalement ça s'apprend aussi, et il faut aussi l'apprendre à la fois aux adultes et aux professionnels. Et j'étais très sensible, par exemple, quand on disait voilà, et c'est aussi une façon d'aller vers l'autonomie. Et parfois, c'est vrai que dans le travail social, on peut avoir tendance pendant longtemps à faire à la place d'eux. Et je pense qu'avec cet outil du penser agir ensemble, l'idée, c'est vraiment de remettre l'enfant et sa famille au sein de la réflexion, de façon à leur permettre d'élaborer leurs projets. Et certains sont accueillis à Auteuil de façon tout à fait brièvement, ou pour ceux qui sont là pendant plus longtemps, leur permettre d'élaborer leur projet et puis aller vers une sortie, une sortie positive et ce qu'on vise, l'insertion, la formation, pour faire d'eux des citoyens actifs et d'un monde meilleur. Et pour terminer, Apprentis d'Auteuil depuis quelques années a l'audace d'interpeller les élus et les candidats lors des campagnes électorales pour donner la parole aux jeunes. Et c'est un vrai travail que de rechercher cette parole, de la rendre visible,
certes, il y a une phase où le professionnel est à l'écoute des besoins et face à des besoins repérés dans la société, il va mettre en place de nouveaux dispositifs. Mais rendre la parole des jeunes audible dans notre société est un vrai challenge. Et donc aujourd'hui, on a, après une consultation de plusieurs milliers de jeunes, 2000 ou 3000 jeunes, et un travail collaboratif avec différents métiers, voilà, les jeunes d'Apprentis d'Auteuil, entre autres, ont fait ce petit livre, donc que vous allez retrouver au fond. Voilà pour ma part. Et pour terminer, j'ai été sensible à ce que vous avez dit du charisme, donc de Paulette, quoi. Et ça m'a vraiment interrogée. Enfin voilà, on n'en est pas finalement Apprentis d'Auteuil. Et puis vous, ce groupe, qui commençait à travailler sur tout ce qu'elle vous a laissé. Mais c'est réaffirmer que travailler cet héritage, j'ai bien vu que vous aviez commencé à recueillir les histoires, les récits de vie et des textes. Et affirmer que quand on est au clair avec cet ADN, c'est plus facile de prendre conscience de ce dont nous sommes les héritiers et pour le léguer à notre tour à la génération suivante. Et donc, je vous souhaite beaucoup de réussite dans cette... Frappé en vous écoutant quand même, pour chacune d'entre vous, c'est la place que vous donnez à la famille. Notamment s'agissant, dans plusieurs cas, notamment à Auteuil, de familles blessées ou en difficulté ou complexes. On a commencé par les placements judiciaires ou les aides judiciaires, mais qui souvent vont avec des problèmes de type judiciaire qui sont derrière. Et je trouve que vous soulevez là quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. On sait bien que la famille est un peu malade, mais à mon avis, elle est depuis plus longtemps qu'on le croit. Je vous dirai pourquoi après. La deuxième chose qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, donc il y a cette convergence sur la famille, cette convergence aussi sur, alors, Christine qui l'a dit, mais sur l'éducation, c'est-à-dire prendre en charge des enfants, c'est les conduire à l'autonomie. Les conduire à l'autonomie personnelle, mais en même temps une autonomie qui tient compte d'un environnement social dans lequel chacun va trouver sa place. Je me souviens d'ailleurs que la dernière fois, mais c'était il y a très longtemps, où je suis intervenu dans le cadre d'Auteuil, c'était lors de la remise du brevet, ça s'appelait autrement, de majorité. Vous savez, voilà, ils avaient 18 ans et chaque fois il y a quelqu'un qui vient remettre les cartons, là c'était moi cette fois-là. Mais je trouve que c'est extrêmement important de viser ça, c'est-à-dire comment construire. Alors, l'abbé Roussel aurait dit avec les mots des fondateurs de l'époque, c'est ce qu'avait dit le fondateur des Sœurs d'Ange Gardien, d'ailleurs, il faut fonder de bons citoyens. Cette idée que l'autonomie de l'enfant y est, je crois que c'est vraiment ces choses-là. Moi j'ai retenu ces choses, et puis j'ai pensé à ce que vous aviez dit tout à l'heure en ouvrant, là, Philippe, passer du pot de confiture au gâteau oriental, créer des ponts, il me semble qu'on nous en a beaucoup parlé. Alors, au passage, quand même, je voudrais souligner quelque chose. Je ne pense pas que Paulette se serait... Paulette aurait posé la question en ce terme. On a posé la question « aide à l'enfant depuis quand ?» Eh bien, j'essaie d'y penser parce que je ne suis pas très compétent dans l'aide à l'enfant, mais un peu dans l'histoire. Et en fait, depuis très longtemps, on s'est toujours préoccupé des enfants, notamment des orphelins. D'ailleurs, c'est comme ça que commence l'abbé Roussel, c'est avec des orphelins. On s'est beaucoup occupé des orphelins, mais en fait, la question de l'enfance, elle devient explosive au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on se met en place la société dans laquelle vivons actuellement, celle du monde industrialisé, où tous les réseaux sociaux explosent parce qu'il y a une immigration intérieure. Les gens doivent quitter leur village, ils doivent aller travailler en ville, les familles se détruisent complètement, et la société ne sait pas y répondre. Alors elle va y répondre d'abord par la répression. Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'encore ils avaient de la chance de vivre en France, puisque on sait par exemple qu'en Grande-Bretagne, on pendait des enfants de 12 ans pour vol de pommes, à l'époque de l'abbé Roussel. Donc on est dans une société qui, très souvent, va avoir une réponse répressive à quelque chose qu'elle a créé elle-même. On continue d'ailleurs à détruire. On a évoqué tout à l'heure le problème de l'addiction aux écrans, mais l'addiction aux écrans, c'est nous qui l'avons créée. Et elle coïncide de même que l'industrialisation a détruit des liens sociaux,
la mise en place de ce système informatique détruit aussi. Alors, il en crée aussi. Ça permet aux mamies de parler avec leurs petits-enfants qui sont en Australie par Skype, mais n'empêche qu'il en détruit aussi d'autres. Et je me dis, cette attention à l'enfance, eh bien, elle doit se mettre effectivement à ce moment-là. Et un grand nombre d'œuvres naissent au 19e. Il faut dire que la Révolution française avait supprimé les aides sociales, parce que il y a eu le transfert des biens de l'Église à la nation, mais entre-temps, ça s'est fait au détriment des écoles primaires et de l'encadrement de l'enfance. On avait aussi supprimé tout le système qui permettait de l'apprentissage, et surtout, on était en train d'inventer l'enfance. Je cite toujours ça. À la bataille de Fontenoy, en 1747, le capitaine de Boufflers est tué à la tête de sa compagnie. Il a 10 ans. Autrement dit, ce n'est pas un enfant. L'idée de l'enfance, et à plus forte raison de l'adolescence, elle va naître avec la scolarisation, c'est-à-dire le moment où des êtres humains qui grandissent, qui prennent du poids, qui ont des responsabilités, sont privés de toute responsabilité sociale dans le cadre du collège. Et donc, il y aurait aussi quelque chose à revoir sur la question de l'éducation. C'était la thèse de Philippe Ariès en 1970 et qui a beaucoup fait avancer là-dessus. Or, justement, vous avez insisté aussi, alors, toutes les trois, sur l'importance de donner des responsabilités aux enfants. C'est-à-dire, c'est pas simplement l'enfant pour lui-même, mais c'est l'enfant qui, dès 3 ans, se voit marquer des limites, parce qu'il faut des limites, mais du coup devient responsable, parce que s'il y a une limite, on doit répondre du fait qu'on la franchisse ou qu'on ne la franchisse pas, et dans laquelle aussi on apprend à parler. Alors, Françoise Dolto insistait beaucoup sur le sens du mot interdit, hein, qui est ce que l'on dit entre soi. Et sans doute, aujourd'hui, faut-il redécouvrir ça. Ariès disait que la fin d'adolescence, elle arrivera le jour où les adolescents seront des responsables. C'est-à-dire où ils auront une place dans la société. C'est d'ailleurs toute l'intuition du scoutisme. Alors voilà encore quelque chose qui se fait pour des enfants des rues au départ. Hein. Ce général à la retraite, il est très inquiet de voir les gamins qui traînent dans les rues, et donc il invente le scoutisme et qui est fait sur la responsabilité. Je vois que ça rejoint ce que vous avez dit. Alors, et je ne vais pas en dire trop, mais il y a eu une question un peu inquiétée tout à l'heure, parce que quand même, à Farandole, on ne fait pas d'éveil religieux. À mon avis, je crois que ça nous oblige, nous aussi, à une petite mutation. Il y a eu, mais je crois qu'on est en train d'oublier, de 1962 à 1965, on a beaucoup occupé les évêques, à quelque chose qui s'appelait le concile œcuménique. Et dans ce concile, l'Église s'est redéfinie. Et je vous invite à reprendre les textes du Concile, notamment la constitution dogmatique sur l'Église, qui est donc de foi, hein, c'est dogmatique, on doit y obéir, au paragraphe 13, et qui explique ce que c'est que l'Église. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément ce qu'on nous a appris au caté quand on a été petit. Autrement dit, l'Église n'est pas limitée dans le groupe de ceux qui se rassemblent, ce n'est pas une Église, c'est une secte. Elle est concentrique. Alors, vous pouvez la prendre dans tous les sens. Alors, le concile, évidemment, c'est des évêques, donc ils partent du centre pour aller vers les périphéries, mais on peut partir des périphéries. Il paraît que c'est ce que j'ai fait, je m'en suis